Bonjour à tous et merci d'avoir invité l'ARS. Donc effectivement, ça fera une petite représentation féminine en plus. Monsieur Maisoni s'excuse, il a été retenu en urgence à la préfecture, donc il n'a pas pu être présent, même s'il tenait à être là. C'est vrai que la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, c'est un des grands enjeux de santé pour la région Rhône-Alpes et pour l'ARS. Donc le séminaire d'aujourd'hui nous intéressait beaucoup. Comme ce matin, il y a des experts qui sont bien plus qualifiés que moi, qui ont pu parler du renoncement aux soins et des freins à l'accès aux soins. Moi, j'avais choisi d'introduire cette table ronde pour vous expliquer un petit peu au niveau de l'ARS quelle politique on a par rapport aux inégalités sociales de santé et présenter un peu rapidement quelques dispositifs que certains d'entre vous connaissent déjà très bien, sur lesquels on a choisi de mettre le paquet pour essayer de faire avancer les choses en Rhône-Alpes. Donc, vous connaissez les agences régionales de santé qui ont été mises en place par la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, avec plusieurs enjeux, dont la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, donc qui a présidé à l'élaboration d'un plan régional de santé, qui est la feuille de route de l'ARS 2012-2017, et donc qui a été arrêté le 30 novembre dernier, donc assez récent. Donc ce plan régional de santé est constitué de schémas et de programmes. Donc il concerne donc il y a un programme spécifique qui s'appelle le PRAPS, le programme régional d'accès à la prévention et aux soins, donc qui existait déjà, qui a été mis en place par la loi de lutte contre les exclusions de 98. Ce programme a été repris au niveau de l'ARS. Il a été beaucoup travaillé avec la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Donc c'est une coélaboration. Il s'attache aux publics les plus éloignés du système de santé. Donc même si au niveau du plan régional de santé, il y a un schéma d'organisation de l'offre de soins ambulatoires et hospitalières, il y a un schéma de l'organisation médico-sociale, il y a un schéma de prévention et puis il y a les programmes. Donc c'est vrai que la lutte contre les inégalités sociales de santé transparaît dans tous ces schémas. Le PRAPS s'attache vraiment aux personnes les plus éloignées du système de santé. Donc, moi, j'ai choisi de vous parler un petit peu du PRAPS ce matin. Il est intéressant à consulter. Il est facilement lisible par rapport aux autres schémas et il est en ligne sur le site de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes. Donc, les PRAPS précédents avaient été évalués et on s'était dit que c'était des dispositifs un peu fourre-tout, où on abordait la précarité sous tous ses angles. Donc le choix qui a été pris cette fois-ci, c'est vraiment de s'intéresser à des publics très spécifiques. Donc par rapport à ces publics, il y a des consultations qui ont été menées. Donc par l'ARS et la DRJSCS pour voir un petit peu quel public on pouvait cerner pour ce PRAPS pour 5 ans. Et il y a 3 types de publics prioritaires qui ont été définis. Donc le premier, c'est les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le second, c'est les personnes sans domicile individuel. Donc par rapport aux personnes sans domicile fixe, c'est aussi les personnes qui sont hébergées dans des structures d'hébergement d'urgence type CHRS, etc. Et le troisième public, les migrants en difficulté d'accès à la prévention et aux soins, qui sont aussi identifiés dans le programme régional d'intégration des populations immigrées, si vous connaissez le PREPI, ou le BDIPI, qui est lui piloté par la DRJSCS. Donc il y a beaucoup d'acronymes chez nous. Hein. Les principes d'intervention du PRAPS ont été fixés, ils reposent vraiment sur les spécificités des publics dont on a bien parlé ce matin. Donc, premièrement, pour nous, ARS, c'est l'absence de demande en termes de santé en dehors de situations d'urgence ou de crise aiguë. Deuxièmement, la difficulté, voire l'incapacité à accéder aux ressources du système de santé tel qu'il est conçu. Une extrême sensibilité aux ruptures de parcours qui sont génératrices de perte de chance en termes de santé. Et une prise en charge toujours plus tardive des pathologies qui entraînent aussi un surcoût pour le système de santé.
Donc les actions que le PRAPS a choisi de soutenir pour les publics les plus démunis reposent sur une offre graduée d'accompagnement à l'accès aux soins, donc qui comporte plusieurs étapes. La première d'abord, c'est d'identifier les personnes sur leur lieu de vie. Donc les lieux de vie, ça peut être le CHRS, les habitats précaires, les squats, les accueils de jour, ça peut être les quartiers politiques de la ville. Et de créer du lien et d'amener ces habitants à porter attention à leur santé. La deuxième étape, c'est de les aider à accéder à une couverture sociale de base et complémentaire, à accéder à leurs droits. Et puis, troisième étape, les accompagner vers les acteurs de la prévention et du soin en tenant compte de leurs besoins et sur une durée nécessaire pour une prise en charge complète. Par exemple, un accompagnement vers le soin suite à une action de dépistage. Donc, c'est vraiment d'accompagner les personnes. Ces actions d'accompagnement des publics sont intéressantes et beaucoup d'acteurs qui sont présents dans la salle aujourd'hui ont déposé des dossiers à l'ARS et ont reçu des financements ARS pour des accompagnements de publics spécifiques ou sur des quartiers spécifiques. Il ne faut pas oublier non plus qu'on doit, en tant qu'ARS, intervenir sur le système de santé pour qu'il soit un petit peu mieux accessible à tous. Donc par rapport à ces interventions sur le système de santé, on a aussi une offre un peu graduée. Donc c'est d'abord favoriser la possibilité pour les dispositifs de droit commun d'aller à la rencontre des populations les plus éloignées. Donc on a développé, notamment sur le Forêt, des équipes mobiles de psychiatrie précarité. Donc, qui vont à la rencontre, qui vont dans les structures sociales, qui sont à la disposition et aussi des travailleurs sociaux et qui interviennent, qui peuvent voir les publics dans un premier temps, en attendant que le délai de prise en charge soit passé, puisque quand il y a des demandes, il faut qu'elles soient prises en charge le plus rapidement possible. Et quand on sait que parfois les délais de consultation en psychiatrie de secteur sont un peu longs, et ben cette équipe mobile prend le relais pendant un moment. Elle oriente, elle aide les professionnels du secteur médico-social à cerner les problèmes et à envoyer sur des réponses adaptées au niveau du soin. On a aussi tout ce qui est les dispositifs de dépistage hors les murs, donc aller à la rencontre des personnes sur leur lieu de vie, les vaccinations sur site, et puis donc on a évoqué les PASS, les permanences d'accès aux soins de santé ce matin. On a aussi dispositif de passe mobile, donc qui intervient aussi auprès des publics sur leur lieu de vie. On a un deuxième axe de travail dans le PRAPS qui consiste à doter les professionnels de santé d'outils adaptés à la prise en charge des personnes en situation de précarité. Donc là, c'est tout un travail qui est fait en lien avec les unions régionales de professionnels de santé. Il y a un site internet qui existe qui s'appelle Guide ressources santé sociale, dont on aimerait que les professionnels de santé puissent s'emparer aussi bien que ceux du secteur social, et puis agir au niveau de la formation initiale et continue des professionnels de santé pour qu'ils puissent répondre aux attentes et aux besoins spécifiques du public précaire. C'est un axe de travail. Un autre axe qui concerne plutôt la prévention de dépistage, donc c'est adapter les messages et les rendre accessibles au public, faciliter l'accès aux soins de premier recours en agissant aussi sur l'offre ambulatoire. Donc c'est un vaste programme. Favoriser la formation des professionnels en contact avec ces publics aux démarches de santé communautaire. Donc ça, c'est plutôt les professionnels, on va dire, du secteur éducatif et social. Eux aussi, je pense, se posent beaucoup de questions par rapport à la santé de leurs habitants. Et là aussi, formés en formation initiale, en formation continue, pour pouvoir mieux orienter et mieux mobiliser les publics sur leur santé. Et enfin, je l'ai entendu ce matin aussi par le CISRA, il y a toute une réflexion régionale qui est en cours sur le recours à l'interprétariat professionnel. Donc pour tout ce qui est difficulté, barrière de la langue, que ce soit la langue des signes ou les langues étrangères. Voilà, donc ça c'est un petit peu les grands principes d'action du PRAPS. Il en découle un certain nombre de dispositifs et comme on a un petit peu parlé des PASS ce matin, je voulais reprendre cet exemple-là parce que c'est bien développé dans le PRAPS. Donc les permanences d'accès aux soins de santé, c'est des cellules de prise en charge médico-sociale qui doivent favoriser l'accès aux soins des personnes démunies, non seulement au système hospitalier,
mais aussi faire le lien avec les réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d'accueil et d'accompagnement social. Donc souvent, la première chose que fait la PAS, c'est ouvrir des droits à la CMU. En attendant, ils prennent en charge comme ça. Donc l'ARS a vraiment choisi de soutenir ce dispositif de PAS. Ça fait l'objet de tout un chapitre du PRAPS. Donc en les dotant d'une coordination régionale, qui a fait un état des lieux de ce qui se passait dans toutes les PAS de Rhône-Alpes, et en travaillant sur un cahier des charges commun. Donc il est prévu d'établir des procédures pour qu'elles aient un accès plus facile aux médicaments, qu'elles puissent délivrer plus facilement des médicaments aux personnes, et aussi d'améliorer la prise en compte de la santé bucco-dentaire dans les PAS, puisque pour l'instant la seule PAS dentaire de la région se trouve à Saint-Étienne, au CHU. Elle existe depuis 1 an seulement, et que la santé bucco-dentaire n'est pas encore prise en charge. Il y a des besoins tellement énormes aussi que c'est un peu difficile, mais ça fait partie du PRAPS et c'est prévu de travailler là-dessus. Donc voilà, juste pour rappeler que dans la Loire, il existe aujourd'hui 5 PAS qui sont situés dans les centres hospitaliers, qui sont financés sur les mesures d'intérêt général, les missions d'intérêt général des hôpitaux. Bon voilà, j'ai parlé rapidement des PAS, je ne veux pas monopoliser la parole. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent, les équipes mobiles psychiatrie précarité, des appartements de coordination thérapeutique qui sont un dispositif médico-social. On en a inauguré hier 6 dans la Loire qui sont portés par la CARS. Donc sur Saint-Étienne, il y a voilà, plein de dispositifs qui essayent de s'adapter et de répondre au mieux aux besoins. Voilà. Merci Claire. Ça ouvre la porte à un certain nombre de présentations. On voit la place de l'État, et en tout cas des services de l'Agence régionale de santé, dans une sorte d'organisation à l'échelle de tout le territoire. On a autour de la table une représentation des soignants et on a aussi une représentation de gens qui sont soit dans l'accompagnement, soit dans l'accueil de public concernés par cette question de la précarité et des difficultés d'accès aux soins. Le thème, donc, pour ce qui nous concerne maintenant, c'est la question des discriminations, mais la question aussi des renoncements et des freins qu'on peut rencontrer dans l'accès aux soins des publics les plus défavorisés. Donc je vais vous proposer, mesdames, messieurs, d'exposer en quelques minutes, brèves, j'en suis désolé, la façon dont se présente à vous cette question des difficultés. Finalement, on va parler de façon très transverse de difficultés, qu'on parle de discrimination, qu'on parle de renoncement contraint, qu'on parle de freins plus globalement. Quelles sont les difficultés qui, selon vous, constituent autant d'impossibilités parfois pour des populations en situation de précarité d'accéder à des soins, mais peut-être aussi quelles sont les difficultés pour des gens en charge de soins d'accéder à ces publics-là, ou en tout cas de pouvoir accompagner ces publics. Noblesse oblige, je vais donner la parole tout de suite à une autre femme. Désolé, mais je sais bien qu'on n'est plus le 8 mars, mais bon. J'y suis vraiment très sensible. Merci beaucoup, Monsieur Boussouard. Merci aussi de l'invitation à participer à une telle journée qui me paraît vraiment être importante par rapport à l'expérience que nous pouvons avoir dans nos associations. Je dis nos associations parce que je suis ici à côté, en tout cas, d'SOS Racisme, qui travaille dans le même but que nous, la LICRA. Alors, qui je suis ? Eh bien, je suis la présidente de la LICRA Saint-Étienne et son agglomération. La LICRA, c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, vous pouvez vous dire, mais que vient faire cette association alors qu'on va parler de l'accès aux soins et à la santé? Eh bien, je pense qu'on peut avoir une certaine parole, et une parole pour vous aider vous-même à être justement peut-être dans une meilleure prise en charge du public qui est concerné par nos interventions ici. La LICRA, d'abord, simplement pour aller très vite, c'est une vieille dame qui est née en 1927 et qui au départ s'appelait la Ligue internationale contre l'antisémitisme, parce qu'il semblait qu'à ce moment-là, l'antisémitisme était quelque
quelque chose de latent dans notre société française et qu'il fallait trouver des moyens pour lutter contre cette discrimination au sein de notre société qui pouvait amener, on le sait bien et on l'a vu par la suite, des choses extrêmement graves. Et puis, en 1934, voyant que l'antisémitisme était probablement un combat extrêmement important, mais qu'il n'en demeurait pas moins que d'autres souffraient sur notre territoire français de discrimination, d'agression, d'insultes, ou en tout cas d'essais d'écarter de notre société. Donc on a pris la lettre R, qui est aussi la lutte contre le racisme. Et puis on continue à évoluer dans le sens où nous nous rendons compte que l'accueil des personnes qu'on peut dire exilées, j'aime beaucoup ce mot parce que c'est un mot qui est très 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 large et qui ne crée pas justement soit des amalgames qui sont malsains, soit au contraire des distinctions entre les personnes qui souffrent et qui viennent jusqu'à vous. Les exilés, ça me paraît un mot très intéressant. Et la LICRA est aussi dans cette prise en charge, dans cette défense de l'exilé, de l'oublié, d'ici ou d'ailleurs, de celui qui est déraciné et qui, de ce fait, n'a peut-être pas accès à ses droits, n'a peut-être pas accès aux soins qui seraient élémentaires. Parce que je pense que ce public a besoin d'un accueil tout à fait particulier, parce qu'en plus de la souffrance d'hésiter à avoir accès aux soins ou à la prise en charge, il y a cette souffrance très profonde de celui qui n'a plus ses racines, de celui qui est obligé, qui a été poussé en dehors de son pays pour essayer de trouver dans un pays qu'il a probablement revêtu de toutes sortes d'accueil magnifique dans ce pays-là qu'est la France, eh bien, il se trouve ici, coupé de ses racines, coupé de ses repères, et je pense qu'il y a besoin d'une prise en charge tout à fait particulière. Donc la LICRA a un rôle de veille, c'est-à-dire que nous sommes accessibles à tous et que lorsque quelqu'un, ou lorsque vous détectez quelqu'un, il faut savoir que nous sommes là pour peut-être une meilleure prise en charge, pour qu'il y ait un accès aux droits. Donc on a un travail de veille, mais on a aussi, et ça me paraît extrêmement important, et je partage cette mission bien évidemment avec SOS Racisme, avec la LDH, avec d'autres structures. Nous devons être là, toujours comme des veilleurs, comme des sentinelles, pour alerter les pouvoirs publics. Et c'est pour ça que c'est intéressant que nous puissions aujourd'hui nous rencontrer et savoir que, eh bien, on pourrait échanger. Vous pourriez nous faire remonter effectivement jusqu'à nous des choses que vous détectez sur le terrain, et nous, de la même façon, servir de courroie de transmission vers les politiques, vers les institutions, vers tous ceux qui ont peut-être une possibilité justement de prendre des décisions et peut-être aussi de financer, parce que c'est quand même ça aussi le nerf de la guerre. Donc nous avons ce travail-là, et puis nous avons ce travail d'accueil, d'accueil des personnes qui ont du mal à faire valoir leurs droits, et nous avons justement des permanences qui permettent à ceux qui se plaignent soit de ne pas accéder aux droits, soit de ne pas avoir été accueillis comme il se devait dans une structure ou dans une autre, parce qu'ils avaient des origines différentes. Parce que, quand je dis origine, c'est des origines sociales, ça peut être des origines ethniques, ça peut être aussi une culture religieuse qui fait qu'on est moins bien accepté dans tel ou tel service. Nous sommes là pour les aider à faire valoir leurs droits. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'actuellement, au sein de la LICRA, et grâce à l'aide du Conseil de l'Ordre des médecins, je dois le dire, puisque j'ai rencontré son président par rapport à ces questions-là qui sont quand même assez récurrentes, de l'accueil des personnes les plus en difficulté, ou parfois aussi des mouvements de racisme de ces personnes-là par rapport aux soignants, ce qui est quelque chose de très très douloureux. Le soignant qui se présente vers quelqu'un pour l'accueillir, pour le soigner, qui reçoit une volée de bois vert parce qu'il n'est pas de la bonne origine, parce qu'il n'est pas de la bonne couleur, parce qu'il n'est pas de la bonne religion. Ça aussi, c'est extrêmement violent. Eh bien, nous sommes en train de créer au sein de la LICRA, ici dans la Loire, un endroit de réflexion et que j'aimerais pouvoir appeler éthique et déontologie. On parle beaucoup de la loi, du droit, mais il y a aussi l'éthique. Et l'éthique, c'est quoi ? C'est la loi qu'on a intégrée dans nos tripes, et qu'avec cette loi, on va pouvoir être dans un meilleur accueil et dans une meilleure prise en charge. Voilà la LICRA, bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, parce que c'est ça l'intérêt, qu'on puisse échanger. Merci Christine. Je vais alterner les profils. Là, on avait quelqu'un qui est plutôt dans l'accompagnement ou l'accueil de public. On va passer à des gens qui soignent.
Et je vais passer la parole à nos représentants du Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes, qui ont été saisis, comme nous tous, de ces questions autour des difficultés d'accès à se faire soigner, l'accès aux soins. Et je vais leur poser la question, d'après vous, c'est quoi ces difficultés et comment on peut y répondre? Merci d'être avec nous. Alors, la difficulté, c'est vrai qu'on a été mis en cause pour refus de soins pour les bénéficiaires de la CMU. Alors c'est vrai qu'il existe des professionnels de santé, chirurgiens dentistes, médecins ou autres, qui refusent des soins aux bénéficiaires de la CMU, malheureusement. En ce qui concerne ma profession, nous avons fait plusieurs fois l'information auprès de nos confrères, nos consoeurs, en leur disant que c'était complètement illégal. La CMU est une loi. Refuser de soigner les bénéficiaires de la CMU, c'est se mettre hors la loi. Les choses sont simples, elles sont claires. Alors, les difficultés qu'on rencontre avec les bénéficiaires de la CMU, et avec d'autres personnes d'ailleurs, mais avec des gens qui sont en situation de précarité, et ça a été dit ce matin, c'est certainement que ces personnes ont d'autres problèmes en tête que de se faire soigner. Les problèmes de logement, le problème de savoir si on va pouvoir manger ce soir ou demain est une priorité qui passe bien évidemment avant les soins, et a fortiori avant les soins dentaires. Beaucoup de personnes ont peur de se faire soigner, les dents particulièrement. Nous avons conscience de l'image que nous avons encore auprès d'un large public, et il est certain que ça peut être aussi un alibi pour ne pas se faire soigner. Autre problème donc, qui découle de cet état de fait, le manque d'assiduité au rendez-vous. C'est vrai que chez nous, les soins sont quand même relativement longs, s'étendent sur plusieurs semaines. Et souvent, malheureusement, nous voyons des personnes qui commencent les soins, qui viennent une fois, deux fois, et qui n'ayant plus mal, abandonnent. Alors c'est triste parce que ça se traduit à terme par l'extraction de la dent, etc. etc. Et comme ce sont souvent des gens qui ont déjà d'énormes problèmes au niveau de leurs dents, mais se retrouvent assez vite édentés. Voilà. Autrement, on n'a aucune raison de refuser des soins à qui que ce soit pour des raisons de race, de religion ou d'orientation sexuelle, philosophique ou autre. C'est inscrit noir sur blanc dans notre code de déontologie. Je l'ai rappelé encore une fois souvent à nos confrères. Malheureusement, dans un groupe quel qu'il soit, il y a les lois statistiques qui font que vous avez 1 ou 2% de personnes qui sont marginales. Ça existe chez nous et je le regrette très sincèrement. Ça existe dans d'autres professions. Merci infiniment. Merci en plus d'avoir été concis dans votre intervention. Je continue d'alterner. Donc je vais donner la parole à l'association Renaître, qui a l'occasion d'accompagner des publics véritablement concernés par ces questions de précarité et de difficultés sociales. Merci. Nous remercions également d'avoir été invités lors de cette journée. C'est vrai que la question de la santé au niveau de nos structures d'hébergement devient une question essentielle, beaucoup plus essentielle qu'elle n'a été il y a des années. Avec le logement et l'emploi qui aujourd'hui, crise oblige, malheureusement beaucoup de personnes ne trouvent pas d'emploi et ça a également un effet sur la question de la santé des personnes. Alors je vais rapidement faire une petite présentation de l'association Renaître pour situer quand même le champ d'intervention de notre association. Donc Renaître est une association ancienne qui intervient depuis plus de 40 ans auprès du public en grande précarité. Donc cette association a été créée en 1969 par un groupe de bénévoles parce qu'il n'y avait plus de structure permettant d'accueillir des personnes isolées. Et l'accueil des personnes isolées reste encore aujourd'hui un des axes principaux de l'intervention de l'association Renaître. Alors, on a un certain nombre de dispositifs qui existent. Donc, le CHRS, donc le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale, qui au départ comptait 24 places, aujourd'hui représente 96 places. Donc, un des plus importants CHRS de la Loire.
À côté de ce dispositif, on a donc plusieurs services. Donc un pôle logement qui regroupe plusieurs sous-services, avec un service logement en bail glissant, accompagnement social lié au logement donc sur la plaine du Forêt. On a la VDL, accompagnement vers et dans le logement. On a également un service d'intermédiation locative, donc en partenariat avec le Pacte Loire, l'entraide Pierre Baldo, ainsi que la Nef. La VDL est également en partenariat avec la Nef et l'AFP. Voilà. Et on a également un service d'appartement d'urgence qui accueille des personnes migrantes. Donc 10 logements qui représentent 45 personnes. Donc actuellement, on a beaucoup plus que 45 personnes, mais la mission de départ, c'était d'accueillir 45 personnes donc sur 10 logements. Service de veille sociale, donc accueil de jour. Donc le Soleil, donc c'est domiciliation administrative, distribution de courrier. Accueil de jour La Fontaine, donc qui est un accueil de jour qui existe depuis très longtemps, où les personnes donc en difficulté, en précarité, sans domicile, peuvent venir prendre un petit déjeuner, prendre une douche, un café, laisser leur bagage, bénéficier aussi d'un accompagnement social, et entre midi et deux, pour les demandeurs d'asile ou personnes migrantes sans solution, peuvent également cuisiner en amenant leurs produits. Donc c'est un lieu, du coup, sur cette période-là, entre 12h et 14h, spécifiquement dédié aux demandeurs d'asile. On a une équipe mobile de rue, donc qui va vers les personnes les plus désocialisées, donc qui n'ont pas ou plus de désir ou la capacité de demander de l'aide. Sur la période hivernale, qui est quand même une période particulière, une équipe mobile de rue renforcée qui intervient tous les soirs jusqu'à 22h, voire 23h, ou minuit ou plus, selon la température. Donc qui fait à peu près le même travail, avec une mission quand même supplémentaire, c'est la mise à l'abri des personnes sans hébergement pendant la période hivernale, avec des dispositifs supplémentaires, donc temporaires, qui sont mis en place dans le cadre du plan froid. Le 115, bien sûr, donc il y a une plateforme téléphonique proposant une mise à l'abri des personnes sans solution d'hébergement et de logement, 24 heures sur 24. 290 places d'hébergement d'urgence dans différentes structures d'accueil d'urgence et 30 places dans les locaux municipaux donc, de différentes communes, Montbrison par exemple, Charlieu. Et le SIAO, donc service intégré d'accueil et d'orientation, donc qui accueille et oriente les personnes en recherche d'hébergement et de logement. Donc c'est aujourd'hui la porte d'entrée pour toute demande d'hébergement dans la Loire. Donc ils ont aussi d'autres missions, dont une mission d'observation par exemple, mais c'est la mission principale. Ils rencontrent les personnes lors d'entretien, ils font un diagnostic social et font une proposition d'orientation qui ensuite est validée ou pas par une commission d'orientation regroupant des partenaires au niveau insertion, hébergement d'insertion et hébergement d'urgence. Alors, plus spécifiquement sur le CHRS, puisque du coup, moi je suis donc chef de service du CHRS Renette et du pôle logement. Donc rapidement les missions, 3 missions principales: l'hébergement, l'accompagnement social et l'accompagnement dans la vie quotidienne. Donc dans la vie quotidienne, c'est aussi accompagner les personnes dans l'exercice de leurs droits et de leurs devoirs. L'idée, c'est un accompagnement social individuel qui favorise l'insertion en les accompagnant dans la résolution de leurs difficultés, l'accès aux dispositifs de droit commun, l'autonomie personnelle, les responsabilités, l'accès à l'emploi, l'accès à la formation, l'accès à un logement autonome, l'accès à la culture, l'accès aux loisirs. Je veux dire, on est quand même sur un domaine très vaste. Bon, c'est un accompagnement social global qui peut aller jusqu'à accompagner une personne dans une demande de garde au niveau de ses enfants, dans une demande de divorce, enfin, etc. Donc on est vraiment sur l'accompagnement très très large. Le public accueilli est un public très diversifié puisqu'on accueille des personnes isolées, hommes ou femmes, des familles monoparentales, des personnes qui sortent de cure, de post-cure, donc liées à l'alcool, des personnes d'origine étrangère qui ont obtenu un kit de séjour ou une carte de résident. Et l'absence de logement est la raison, bien sûr, principale qui motive la demande d'hébergement. Mais souvent, l'absence de logement est le point qui va permettre donc à l'association, donc aux travailleurs sociaux, aux équipes, de travailler sur d'autres questions.
Les principales situations émergentes qui restent liées, bien sûr, au problème d'errance, à l'accueil des jeunes, prise en charge de familles monoparentales qui deviennent de plus en plus importantes, et ainsi que les problématiques d'addiction. Donc CHRS accueille des familles, des personnes qui présentent des troubles de comportement qui sont liés à différents types de pathologies, des addictions, maladies psychiatriques, mais également la souffrance psychique qui résulte d'un parcours d'errance important. Bon, pour exemple, donc sur 2012, on a fait les stats donc sur le CHRS collectif, parce qu'on a 3 services collectifs et 2 services d'appartement. On a recensé plus de 60% de personnes présentant des problématiques psychiatriques ou problématiques d'addiction, avec ou sans suivi. Parce que certains ne souhaitent pas avoir un suivi. Donc après, c'est toute la question du travail qui peut être fait, c'est d'amener les gens justement sur ces soins, mais bien sûr, il faut recueillir l'adhésion de la personne. Alors, concernant l'accès aux soins, donc, qui est quand même la question principale d'aujourd'hui, alors mes collègues, parce que je dois dire que j'ai un petit peu participé à la préparation de ce topo, mais bon, ce sont mes collègues d'une commission santé qui existe à Renette qui ont pu principalement travailler sur la rédaction. Alors, sur l'accompagnement et le soin, vers le soin et le prendre soin. Donc la première question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'on entend derrière le mot soin dans le travail éducatif ? Alors, Renette accueille des personnes en grande précarité avec des problèmes de santé, d'addiction ou présentant des troubles psychiques. Donc, il y a alors la question du soin du corps abîmé qu'il faut soigner, donc qui peut être bien sûr le problème, le travail du personnel de santé, mais aussi la question du prendre soin abordée par le travail éducatif. Donc, l'écoute de la souffrance, donner une place à l'autre, accompagner à créer ou recréer du lien, aller vers la revalorisation de soi, accompagner les personnes vers le bien-être, tenter de comprendre comment et pourquoi les personnes ont ce rapport au corps et ainsi qu'à l'hygiène. On a créé une commission santé au sein de l'association Renaître où, au départ, on s'est posé la question santé, qu'est-ce qu'on met sous le mot santé? Alors, la définition qui a été donnée plus tôt correspond bien, je pense, à la notion qu'on a vue dans la question de la santé, donc où la santé, c'est tout ce qui est le bien-être physique, mental et social. Alors c'est vrai qu'on a appelé la commission, non pas commission santé, mais commission santé et bien-être, pour ne pas s'enfermer dans la question de la psychiatrie, par exemple. Parce que, bon, effectivement, on a beaucoup de personnes qui relèvent de la psychiatrie, donc naturellement, on aurait pu limiter cette commission santé à toute la question psychiatrique. Et du coup, on l'a élargi au bien-être, qui comprend donc du coup des actions qui sont faites par cette commission santé, qui sont liées au bien-être, avec des journées sport, des journées santé, des informations sur l'alimentation, enfin sur le tabac, le planning familial, etc. Alors après, c'est vrai que les personnes sont très difficiles à mobiliser. Certaines actions ont recueilli plus ou moins de succès. Par contre, les journées sport sont des journées où il y a plus de la moitié des résidents du CHRS qui y participent et qui trouvent vraiment du sens et un intérêt. Et vraiment, c'est vraiment des moments qui sont très importants dans le travail de l'association et du CHRS. Un des points, c'est remettre en question donc, nos représentations par rapport aux soins et à l'hygiène, parce que, bon, forcément, nous, on arrive avec nos propres représentations, et j'en voudrais, pour exemple, un point. Nous avons ouvert donc un gymnase pour l'hiver. Donc là, et bien sûr, il y a des bénévoles qui interviennent au niveau du gymnase. Et j'ai une réflexion d'une bénévole concernant une famille. Donc le gymnase, vous voyez ce que c'est un gymnase, douche collective, etc. Donc beaucoup de promiscuité. Et la première chose qu'a fait cette bénévole, c'est de toucher les cheveux d'une gamine et d'être désolé parce qu'effectivement la gamine, les cheveux étaient gras, etc. Alors qu'effectivement, les conditions dans lesquelles l'hébergement ne favorisent pas forcément une hygiène correcte. Même s'ils peuvent aller effectivement à l'accueil de jour, prendre une douche à l'accueil de jour, mais bon, c'est pas pareil que d'être dans un appartement avec son intimité, etc. Voilà, donc voilà pour faire le lien avec la représentation qu'on peut avoir par rapport aux soins et à l'hygiène. Donc parcours de soins, c'est quand même quelque chose qui s'inscrit sur du long terme, avec une relation de confiance à créer avant d'aborder le soin.
Et bien sûr, bon, je le disais tout à l'heure, l'accompagnement aux soins ne peut se faire qu'avec l'adhésion de la personne. Certaines personnes ne sont pas prêtes à s'inscrire dans un parcours de soins, ou bien ils sont dans le déni. On peut très bien avoir préparé aujourd'hui pendant des semaines une hospitalisation, et le jour où on doit accompagner la personne à l'hôpital, la personne dit « je ne suis pas prêt ». Alors après on négocie, on discute pour essayer quand même d'amener quand même la personne ce jour-là, parce que le rendez-vous est pris, la place est retenue, etc. Mais voilà, les gens, ils ont du mal quand même à se dire bah, « je suis malade ». C'est des choses qui ont été dites déjà tout à l'heure, hein, mais c'est vrai que la peur de la maladie, la peur de ce qu'on peut renvoyer en disant « je suis malade, je dois aller à l'hôpital », qu'est-ce qu'ils vont faire? On accompagne des gens aux urgences. Bon, si on ne reste pas avec eux, ils s'en vont. Ils ne restent pas à l'hôpital. Dans les freins qu'il peut y avoir par rapport au traitement de la maladie, par rapport aux soins, c'est aussi une des questions à prendre en compte. Si la personne, on est obligé de l'accompagner, de rester avec elle. Parce que 2 heures d'attente, 3 heures d'attente, la personne ne reste pas, elle s'en va. Et donc forcément, les soins ne se font pas. Alors, dans la structure, on a plusieurs structures qui ont été créées. Donc, Interface, donc, qui intervient beaucoup. Commission santé, on fait un petit déjeuner Interface qui permet de désacraliser le soin, le psy. Ça permet à des personnes d'amener... d'être en lien un peu avec la psychiatrie sans se dire je vais rencontrer l'infirmière psychiatrique. Viens prendre un petit déjeuner, voilà. Ah pardon. Mais je pense qu'il n'y a pas de... Ouais. Alors bon, je vais aller très vite parce que c'est vrai que j'ai pris malheureusement... c'est un point qui est quand même important pour nous, donc ça prend beaucoup de temps. Donc une première discrimination sur les freins, donc c'est... le physique, le manque d'hygiène, l'image que la personne renvoie, donc c'est des choses qui ont déjà été dites plus tôt. La discrimination par rapport aux problèmes étrangers, aux personnes étrangères, aux personnes handicapées, par rapport aux personnes qui sont très marquées par rapport à leur parcours d'errance, la peur de la maladie, de la psychiatrie, de l'image du médecin, donc la relation de confiance qui doit s'installer avec le médecin pour que la personne puisse aborder ces problématiques liées à l'addiction ou autres. La difficulté aussi à trouver des médecins traitants, les rendez-vous loin chez les spécialistes, au niveau du temps, les rendez-vous manqués, bien sûr, le patient ensuite il est refusé, des soignants qui ne cherchent pas forcément à comprendre, à prendre en compte la situation de la personne, l'aspect financier, ça a été dit aussi, des personnes qui arrivent sans couverture sociale, donc on arrive à travailler avec la PAS, qui est quand même un partenaire important, médicaments non remboursés, également la personne qui ne prend pas son traitement, donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on intervient? Parce que la personne, c'est quand même, elle est censée être autonome, donc du coup, on ne gère pas forcément la question de la prise de son traitement. La compréhension du jargon médical, bon, quelquefois, nous-mêmes, on a du mal à comprendre. Alors imaginez les personnes, soit d'origine étrangère, soit donc, qui ont un parcours d'errance important. Les renouvellements de la CMU, CMUC, trop tôt ou trop tard, donc ça met les personnes en difficulté. Les durées de traitement des dossiers, les gens arrivent dans notre département, donc il faut le transfert du dossier est quand même très long d'un département à l'autre. Donc beaucoup de partenaires, donc j'en ai cité quelques-uns, la PAS, Ellipse, XAPAF, Interface, Elia, Rimbaud, UCDT, Vilibre, Espace, Lampa, enfin beaucoup de structures liées aux addictions alcooliques, la psychiatrie bien sûr, tous les centres de cure, la CPAM, hôpitaux de jour, bon, on intervient, on travaille avec vraiment un parcours, un réseau de partenaires important et rien ne peut se faire sans les partenaires. Donc pour conclure assez rapidement, on a mis en place avec la maison de quartier du Crêt de Roc, qui est un partenaire très, très important, un accompagnement permettant aux personnes de prendre soin d'elles, de leur corps, avec une sensibilisation autour de la santé, du prendre soin d'eux-mêmes, d'art-thérapie, revalorisation de soi, atelier bien-être, gym douce, sortie randonnée. Donc tout cet accès aux soins, tous ces accompagnements vers les soins sont des choses qui prennent énormément de temps, c'est-à-dire qui se font tout au long de la prise en charge et qui sont, comme je le disais en préambule, c'est souvent la question essentielle
au départ de l'hébergement, au départ de l'accompagnement, quand la personne arrive, avant qu'on traite, alors on traite bien sûr l'accès aux droits parallèlement, avant qu'on traite la question du logement, la question de l'accès à l'emploi, etc. L'accès à la santé, c'est vraiment la question aujourd'hui qui est devenue primordiale et essentielle dans l'accompagnement dans les CHRS. Merci. Merci de cette présentation assez complète qui nous permet en plus une présentation qui nous permet d'intégrer une notion parce qu'on a mis l'accès aux soins mais au pluriel, et vous nous avez permis d'aborder aussi la question de l'accès aux soins au singulier, puisqu'en France, on a un terme pour désigner deux notions différentes, les Anglais en ont deux, mais effectivement, les soins et prendre soin d'eux, c'est quelque chose que vous nous avez permis de relever grâce à votre intervention, je vous en remercie. Je vais laisser la parole à notre digne représentant du Conseil de l'Ordre des infirmiers, puisqu'on a vu les chirurgiens dentistes, on va avoir les médecins, parlons un peu des infirmiers. Donc, Mabrouk Nekaj, je te laisse la parole. Merci à tous. Merci, vous m'entendez? Oui, non, oui. C'est mieux comme ça? Bon, alors je vais le tenir. Bon, pour l'Ordre des infirmiers, merci d'être invité à cette table ronde, et accès aux soins, discrimination, renoncement, frein. On a un petit peu sollicité nos troupes, un peu avoir leur avis. On a fait la différence entre les institutions, les infirmiers à l'hôpital, etc., et puis la médecine libérale, puisqu'il fallait un peu différencier. Donc tout ce qui est institution, associative, etc., on se réfère à ce qui a été décidé par les politiques, etc. Donc on ne va pas l'aborder, puisque ça a été abordé par l'ARS, entre autres. Mais plutôt sur la médecine libérale. Pour le département de la Loire, puisque l'Ordre des infirmiers 42, il y a à peu près 7500 infirmiers, 1200 libéraux à peu près. On a un petit peu sollicité. Sur leur accès aux soins, alors la médecine libérale, un accès aux soins, c'est suite à l'appel à un patient, si on veut intervenir. Mais on appelle un patient et on va dans son lieu de vie. Donc après, par rapport au regard des discriminations, renoncement, frein, pour des soins, pour une prise en charge, majoritairement, il n'y a pas de rupture de soins par manque de financement déjà. Souvent, l'infirmier libéral attaque les soins. Alors souvent, les soins ont une série de plusieurs jours, si c'est une série de piqûres, une série de pansements, des pansements sur plusieurs temps. Donc souvent, on attaque les soins et on oriente selon les documents administratifs qui sont en leur possession, s'ils ont une Sécu, s'ils ont une CMU, etc. Donc on oriente. À savoir qu'en effet, beaucoup d'infirmiers libéraux font le tiers payant, donc ce qui facilite un peu ce qui avait été préconisé par l'intervenant auparavant. Donc ça permet justement d'éviter à certains patients de devoir sortir, faire l'avance. Donc pour les ruptures de prise en charge, je dirais, pour les libéraux, très peu. Souvent, oui, par contre, des rendez-vous manqués. On donne une tranche horaire, on va passer entre 10h et 11h sur son lieu de vie. Et je dis bien lieu de vie, que ce soit dans les foyers éducatifs et autres, multiples et variés. Donc les horaires, des fois, en effet, on passe une deuxième fois, on ne les trouve pas, on laisse un mot. Pourtant, ils avaient besoin de leur série d'anticoagulants ou autres. Donc il faut heureusement, les portables sont assez répandus, donc on recontacte. Donc ces freins, c'est aussi des fois l'absence de complémentaires, donc l'absence de droit, de connaissance de leurs droits, CMU complémentaires, donc on les oriente aussi un petit peu, on donne des conseils. L'observance du traitement, mais ça a été abordé juste avant, où en effet, déjà il va falloir être plus explicatif, faire de l'éducatif, de l'éducation à la santé, des conseils de santé, de l'éducation thérapeutique, mais d'autres le font bien. Ça, c'était pour les freins. Le point positif, je l'ai dit un petit peu. Alors pour ce qui concerne la discrimination, en effet, je rejoins le collègue de l'Ordre des chirurgiens dentistes. Toute forme de discrimination sont donc dans le code de déontologie très clairement répréhensibles. Et les patients peuvent saisir l'Ordre des infirmiers pour une plainte, pour saisir la commission disciplinaire suite à toute discrimination possible pour des soins. Mais dans le 42, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas remonté. Il n'y a pas de connaissance de ce cas-là à ce sujet. Il n'y a pas eu de patient qui a écrit à l'Ordre des infirmiers 42 pour se plaindre de discrimination. Je parle bien sur les discriminations. Voilà. Je fais bref en résumé, puisque beaucoup de choses qui se répètent. Merci. Merci beaucoup. On va laisser la parole à SOS Racisme, qui est en quelque sorte, d'une certaine manière, un peu à l'origine de
cette réflexion, puisque dans le cadre de la COPEC, ça a été évoqué tout à l'heure par Monsieur Feutrier, dans le cadre de la COPEC, SOS Racisme, qui était un des partenaires participants aux travaux de la COPEC, nous avait gratifié d'une photographie. Je ne vais pas parler de testing parce que les conditions forcément sont pas les plus optimum. Le testing, ça demande. Non, tu étais d'accord. Non, t'es pas d'accord. Il croit que c'était optimum, mais bon, je vais lui laisser ça. Mais en tout cas, ça permet au moins d'avoir une photographie qui permet de poser la question du refus de soins, qui est une réalité. Après, on peut en avoir une vision plus ou moins exhaustive, plus ou moins complète, mais en tout cas, c'est une réalité qu'on ne peut pas contester. Et SOS nous avait permis, à un moment donné, de poser cette question-là et d'engager un processus pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui aussi. Bonjour à tous. On m'entend là ? Bonjour à tous. Donc, je me présente Karim Bari, juriste et responsable d'aide aux victimes à SOS Racisme Loire. Je vais faire une présentation très très rapide pour pas prendre du temps au débat. L'association a été créée il y a une dizaine d'années et travaille donc sur la lutte contre toutes les formes de discrimination et le racisme. Donc on a un travail et des missions qui ressemblent qui est très similaire à nos collègues de la LICRA, ici présents. Et pour faire rapide, alors donc on travaille schématiquement sur 3 pôles. Donc un premier pôle, le pôle juridique, alors ça consiste à accueillir les victimes dans nos permanences juridiques, les accueillir, les accompagner et effectuer un suivi administratif de médiation et éventuellement les accompagner dans une phase contentieuse. Un deuxième pôle éducatif dont la mission est de sensibiliser tous les publics et notamment les acteurs concernés par ces questions. Et puis un troisième pôle de communication qui consiste à organiser un certain nombre d'événements tels que colloques, séminaires comme celui qui est organisé aujourd'hui. Alors pour rejoindre ce que disait M. Boussouard, donc l'association SOS Racisme Loire participe aux travaux de la COPEC depuis un certain nombre d'années. Alors il y a dans les 4 grands secteurs, le logement, le travail, les loisirs et la santé. Et à partir des travaux et des réunions qui avaient été organisées, il avait été décidé d'effectuer un testing sur les pratiques, l'existence éventuelle de pratiques discriminatoires à l'égard des personnes bénéficiaires de la CMU. Et on s'est inspiré des travaux de l'IRDES, qui avait effectué plusieurs études. Donc on a choisi de prendre leur protocole, sans avoir bien sûr la prétention de faire un travail scientifique. Ça nous a permis je reprends l'expression de Mohamed, d'effectuer une photographie. On a effectué une première photographie à un instant T à l'égard de 80 professionnels de la santé en 2011, enfin fin 2010, début 2011. Ça nous a permis de pointer un certain nombre, l'existence de freins, de pratiques discriminatoires à l'égard des personnes bénéficiaires de la CMU. On a réeffectué une autre photographie fin 2012, dans le 4e trimestre de l'année 2012, et on a constaté un léger mieux, un net progrès, je dois le dire puisqu'ils sont là, un très net progrès, je l'ai précisé, on l'a précisé dans notre communiqué de presse, je les ai ici, à l'égard des chirurgiens dentistes. Il faut le reconnaître. Voilà. Donc on avait, à cette occasion, on avait édité 2 communiqués de presse. Juste pour vous dire les titres, un peu pour synthétiser un petit peu la problématique. Le premier communiqué de presse s'intitulait « Non, le docteur ne prend pas la CMU », puisque c'était une phrase qu'on avait entendue assez souvent de la part des personnes qui répondaient au rendez-vous. Et le deuxième intitulé du communiqué de presse, c'est « L'accès aux soins reste un parcours du combattant ». Voilà, donc... merci.
Merci à toi et je vais pour le Conseil de l'ordre des médecins en ta personne. Mohamed est audacieux, il veut faire parler quelqu'un du Conseil de l'ordre des médecins de discrimination alors que cet ordre a été créé en 1940 sous le maréchal Pétain. Mais il a été dissous en 1944 et recréé en 1945 par le général de Gaulle. Et depuis, les temps ont changé quand même dans les esprits. Pour parler des médecins, je parlerai surtout de la médecine générale. On a deux façons de connaître si certains médecins, certains de nos ressortissants font de la discrimination ou pas. C'est qu'eux-mêmes le signalent ou qu'une association quelconque le signale. Je n'ai jamais connu ça. L'autre moyen, c'est que la sécurité sociale, qui a des statistiques extrêmement précises, pointe un jour sur le nom d'un médecin parce qu'il est franchement différent des autres et il voit très peu de CMU par rapport aux autres. C'est arrivé une fois, il s'agissait d'un acupuncteur. Ce qui prouve, on pourrait dire, que les gens en situation précaire n'aiment pas l'acupuncture. Enfin, on peut l'interpréter autrement aussi, si vous voulez, mais bon. Pour ce qui est... Et voilà, donc je crois que sur la Loire, et l'enquête lancée par SOS Racisme l'avait montré, il n'y a pas de problème particulier avec les médecins et la discrimination. Vous en aviez trouvé combien qui avaient refusé? Combien vous en avez trouvé qui avaient refusé? À part toi, personne. Voilà. Bien. Pour ce qui, donc je crois que alors j'ai une seule, je suis aussi au conseil régional et j'ai eu au niveau de la chambre disciplinaire de Lyon vu 2 fois des médecins attaqués pour discrimination et c'était vraiment des cas où le plaignant était en pleine possession de ses moyens pour embêter le monde et s'en privait pas. Fort bon, c'est quelqu'un qui discréditait le système. Et je crois que c'est là un problème, c'est qu'il faut absolument que la communication se fasse auprès des médecins sur la personnalité des gens qui bénéficient de la CMU, des gens qui vivent en précarité, et auprès de ces gens, les avertir aussi que les médecins ne peuvent pas être à leur disposition n'importe quand, n'importe comment, et accepter qu'ils perturbent leur rendez-vous, leur travail, etc. Je crois qu'il y a un échange qui peut se faire. Je crois que la difficulté de l'accès aux soins dans la Loire, plus que la discrimination, c'est les déserts médicaux. Et ça, l'ARS en a bien conscience, puisqu'on essaye de créer, par-ci, par-là, des maisons médicales, on essaye de trouver des moyens d'incitation aux jeunes médecins de s'installer dans les régions où il n'y a pas de médecins, qui sont aussi, d'ailleurs, des régions de précarité économique. Bon, parce que c'est bien évident que quand les villages se sont désertifiés, qu'il n'y a plus d'épiciers, plus rien, et que quelques cultivateurs qui font pousser 3 choux et élèvent 2 lapins, dans l'année, ben, il n'y a plus de médecins non plus. Ça va ensemble, hein, la précarité et le désert médical. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, l'ARS fait un travail énorme. Elle date de 2009, j'allais dire 1909. Non. 2009, il s'est fait un travail énorme de réorganisation, mais il faut surtout bien la respecter, parce que ce qui vient d'en haut, c'est vrai, ça ne peut pas marcher. L'organisation qui vient d'en haut, chez nous, ça ne peut pas marcher. Mais l'ARS, c'est la manne, sans quoi rien ne se fait. Donc il faut bien respecter l'ARS. Mais surtout, il faut bien travailler localement. Et je vous dirai une expérience. Alors, je vais vous faire part d'une expérience qui avait bien réussi il y a quelques années, montée par la Ligue contre le cancer, la ville, la sécurité sociale. On avait lancé une campagne d'information sur le dépistage du cancer du col de l'utérus dans les... pas vraiment les milieux défavorisés, mais un petit peu quand même, parce que c'était un petit peu les milieux où il y a le plus d'étrangers qui préparent. Bon, on s'était débrouillé pour éditer des papiers en 3 langues. On avait fait venir pour les former les responsables des maisons de quartier, des petites associations. On les avait formés, et c'est elles qui sont allées faire la propagande
dans leur maison. On les a aidés un peu, il y avait quelques médecins comme ça qui les déplaçaient un peu, et ça avait très bien marché. Malheureusement, ce qui a manqué, c'est la durée. Parce que comment faire durer un truc comme ça? Bon, enfin, c'est à vous de l'inventer dans vos quartiers, mais je crois que ça, c'est une des solutions pour proposer les soins, et en particulier le dépistage, au milieu qui, sans ça, n'y viennent pas spontanément. Ben, je pense que c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Ah oui, c'est tout, ça sera tout. Merci de m'avoir donné la parole. Merci, merci à tous. Voilà, un certain nombre d'évocations, à la fois de la part de gens qui sont en situation de soigner, et d'autres qui accueillent ou qui accompagnent des publics. J'imagine que dans la salle, ces différentes interventions ont dû résonner avec la réalité de vos pratiques. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions à apporter à nos intervenants? Il n'y a pas eu de papier, je crois. Oui. Alors, oulala. Alors, le refus du sens, le refus de soins des bénéficiaires de la CMU est souvent expliqué par des délais de remboursement plus longs, des remboursements des honoraires, j'entends. Donc, est-ce que le fait que les honoraires soient remboursés de façon trop tardive, est-ce que c'est vrai que ça peut être la motivation d'un refus de soins? Non, alors ça c'est faux. En revanche, il faut que le bénéficiaire de la CMU ait sa carte vitale à jour. Ça, c'est impératif. Ce qui nous permet, nous, très sincèrement, d'être remboursés à 5 jours ouvrés, ce qui fait une semaine. Et là, je crois qu'on est tous d'accord, médecin, infirmier, chirurgien, dentiste. Donc ça, c'est un mauvais prétexte. En revanche, il est important, et là je m'adresse aux travailleurs sociaux, d'insister auprès des bénéficiaires de la CMU pour leur dire que leur carte vitale doit être à jour. Parce que là, effectivement, nous, après, ça nous pose des problèmes. Et alors, les remboursements, après, par le biais des feuilles papier, c'est effectivement une durée indéterminée. Je crois qu'on peut dire ça. Elles se mettent à jour dans les bornes, dans les cliniques, dans les hôpitaux, alors, là aussi, si vous permettez, il y a un manque d'information auprès des bénéficiaires de la CMU. Un manque d'information parce que moi, j'en soigne beaucoup. Je crois que j'ai une proportion qui est nettement supérieure à la moyenne du département. Et je vois beaucoup de personnes bénéficiaires de la CMU qui ne savent pas que, oui, leur CMU a peut-être été renouvelée, mais leur carte n'est toujours pas à jour. Et ça, personne ne leur a dit. Et pour eux, c'est pas quelque chose d'évident. Je regrette également que la sécurité sociale mette un petit peu de temps à prévenir les bénéficiaires de la CMU, qu'ils sont bénéficiaires de la CMU, et à leur envoyer le document qui atteste effectivement de leur adhésion à la CMU. Merci pour ces précisions. On aura l'occasion cet après-midi d'entendre effectivement un certain nombre de structures qui ont été, ou d'institutions qui ont été évoquées. Je pense à la PAS qui va intervenir cet après-midi et qui aura du mal à aller renouveler les informations qui ont été très nombreuses ce matin la concernant. J'ai une question qui s'adresse au Conseil de l'Ordre des médecins. Alors, les milieux défavorisés sont ceux où l'on trouve des immigrés. Quelle drôle d'idée. C'est la question. C'est toujours la confusion que je fais qui m'a été reprochée déjà par notre camarade quand on travaillait au PEC, où j'assimilais discrimination et étrangers et milieux défavorisés. Bien sûr, c'est une erreur de ma part. Voilà. D'accord. Bon. Il a fait acte de contrition. Tout va bien. Une autre question, comment les conseils de l'ordre, et c'est une question qui, je pense, résonne avec un certain nombre de choses qui ont été dites ce matin, où je me suis, moi, fait la réflexion de savoir s'il y avait des choses prévues de cet ordre-là. Comment les conseils de l'ordre transmettent les messages, l'information auprès des praticiens,
mise en place, est-ce qu'il y a une mise en place de formation régulière et avec quel partenariat? Je peux répondre? Mais oui. Pour l'ordre des médecins, on reçoit les nouveaux inscrits du mois, mensuellement. Alors il y en a toujours, ça va de 5 à 30 au mois de septembre, parce que ça change dans les hôpitaux. Et on les informe du code de déontologie globalement, et en particulier des articles qui interdisent la discrimination. Il est vrai qu'on ne fait pas de piqûre de rappel. Mais c'est vrai que ça ne nous a pas paru très nécessaire parce qu'on n'a pas la notion de gros problèmes pour les généralistes surtout. C'est vrai ce que notre ami disait, c'est vrai en milieu hospitalier. Il avait eu des exemples, c'est ce que tu disais. C'est bien milieu hospitalier que tu as eu des exemples de discrimination. Non, les spécialistes, de spécialistes. Je parle des médecins généralistes. Hein. Les spécialistes, on parle de médecins généralistes. On n'a pas eu de problème de discrimination avec les médecins généralistes, qui sont quand même le premier maillon des soins. Hein. Bien, précisément, quand on parle de discrimination aux soins, une question qui est posée, qui demande si, lorsque des médecins ne prennent pas de nouveaux patients, ça ne constitue pas, de fait, une discrimination. Non, s'ils disent « je ne vous prends pas parce que vous êtes CMU », c'est une discrimination. Si vous dites « je ne vous prends pas parce que mon bateau pour ma croisière part ce soir de Marseille et je prends le train dans 5 minutes », c'est pas une discrimination. Et c'est pas une faute. La question qui est posée n'est pas tout à fait celle-là. C'est pas très adroit. La question qui est posée n'est pas tout à fait celle-là. La question qui est posée, c'est est-ce que lorsqu'un médecin dit « je ne prends plus de nouveaux patients » à quelqu'un, est-ce que cette réponse « je ne prends plus de nouveaux patients » ne pourrait pas être parfois un mode déguisé de discrimination? Le fait qu'il dit « je ne prends plus de nouveaux » à condition que si tu lui téléphones 3 heures après en lui disant « je suis monsieur Dupont, capitaine des pompiers et je voudrais avoir une... » Bon, à ce moment-là, il y a eu discrimination. D'accord. La table peut réagir aussi, hein. Oui, donc peut-être que mon ami pour SOS Racisme pourra préciser les choses, d'où l'intérêt du testing. Parce que si dans la même demi-heure, vous avez le médecin qui dit « je prends plus de nouveaux clients » et puis que 2 minutes après, il y a Christine Coé qui téléphone en disant « oui, j'ai besoin d'une consultation, je vous connais pas, oui, venez », là c'est évident qu'il y a une discrimination. Mais c'est vrai qu'a priori, on n'a aucun moyen d'aller vérifier si le médecin en cause prend des nouveaux patients ou pas. Et donc... je disais tout à l'heure que, avec l'aide du Conseil de l'Ordre, nous aimerions bien que ces questions soient retravaillées, parce qu'il s'avère, me semble-t-il, en tout cas c'était le docteur Blanc qui semblait me dire des choses comme celle-ci, qu'au cours des études, et je crois que pour les infirmières, c'est pas du tout la même chose, il y a vraiment des modules importants de formation en déontologie, me semble-t-il, mais pour les médecins, des modules vraiment structurés sur la déontologie, hélas, ça n'est encore pas vraiment rentré dans la formation. Et quand je vois le code de déontologie des médecins, qui est quand même un tout petit fascicule, par rapport au code de déontologie, par exemple d'un avocat, je vous dis ça parce que je connais un petit peu la situation, qui représente quasiment une encyclopédie, je me dis il y a peut-être un travail à faire. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je parlais de cette fameuse commission éthique et déontologie, parce que je pense qu'à terme, ce serait extrêmement important qu'il y ait une vraie formation de nos intervenants dans le soin concernant la déontologie et la prise en charge de l'autre, quel que soit cet autre, et quelle que soit son origine, et quel que soit son niveau de vie. Alors, merci Christine. Pardon, vas-y. Oui, juste rapidement une petite précision. Donc, on a testé les gynéco, ophtalmo et dermato et on a eu un taux de 20% de cabinets qui ne prennent plus de nouveaux patients. Alors, ça pose un problème, c'est-à-dire que est-ce que on peut assimiler ça à une pratique discriminatoire ou pas? La question se pose. Et on leur a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils continuaient à figurer dans les pages jaunes et pourquoi est-ce qu'ils continuent à figurer dans le fichier Amélie s'ils ne prennent plus de nouveaux patients. La question se pose.
Très bien. Deux dernières questions, parce que tout à l'heure, c'était l'envie de fumer qui tenait certains d'entre vous. Là, j'entends des gargouillis, donc j'imagine qu'il va falloir passer à des choses roboratives. Une question qui est posée aux représentants du Conseil de l'Ordre des infirmiers, puisque on a la chance de l'avoir aujourd'hui. Les infirmiers interviennent-ils dans les foyers auprès des migrants? Alors, déjà, je vais répondre que oui, puisque moi je l'ai eu fait dans ma carrière libérale avant de changer. Et j'ai des collègues qui interviennent, oui, dans les foyers des migrants. Je dis dans des lieux de vie, donc quels que soient les lieux de vie, ils interviennent. Dès qu'ils sont sollicités, ils interviennent, il n'y a pas de souci là-dessus. et une dernière question. Préserver des jours de consultation dans la semaine pour les bénéficiaires de la CMU, notamment dans les cabinets dentaires, est-ce légal? N'est-ce pas une forme de discrimination sociale? Oui, il est évident que si on réserve un jour pour les personnes bénéficiant de la CMU pour les soigner, pourquoi ne pas réserver un autre jour pour d'autres catégories? Non, ça, effectivement, c'est une forme de discrimination. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais si une telle pratique est connue, il faut en avertir le Conseil de l'Ordre dans les meilleurs délais. Très bien.